Bonjour, j'ai cherché sur Google pour savoir s'il y avait une planète B. Donc j'ai tapé planète B, et oui, en fait, il y a une planète B, mais en fait, c'est une prison dans un film avec Adèle Exarchopoulos, et donc, bref, pour nous, il n'y a pas de planète B. Aujourd'hui, on va s'intéresser au lien entre environnement et développement des sociétés humaines. Plus spécifiquement, on va s'intéresser à l'environnement climatique des sociétés humaines. Et donc on va essayer d'articuler les enseignements de la paléoclimatologie, ceux de l'histoire. On va essayer de mettre en rapport l'histoire avec l'histoire du climat. Et puis on va essayer d'éclairer les événements historiques, en particulier l'histoire des sociétés, avec des concepts de théorie des systèmes. En fait, les sociétés humaines et l'humanité, ils ont vraiment galéré pendant très longtemps. Hein, Homo erectus, bah, c'est il y a 1,7 million d'années qu'il apparaît. Homo sapiens, 300 000 ans. Et en fait, pendant tout le paléolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre taillée, les progrès de l'humanité sont hyper lents. Et leur existence est vraiment très vulnérable. Ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui utilisent pour chasser des bifaces, donc des pierres qu'on a cassées, et puis des pieux. Et c'est des sociétés qui sont caractérisées par la très faible densité et la très faible capacité à exploiter l'environnement. En fait, ils sont très dépendants d'un environnement qui est assez hostile, en particulier parce que il fait froid hein, pendant longtemps. Et par contraste, la période qu'on appelle l'Holocène, et qui correspond aux 12 derniers 1000 ans, eh ben, c'est une période qui est très favorable d'un point de vue climatique. Alors, elle n'est pas totalement homogène, hein, elle commence par une phase de réchauffement qui nous amène dans des températures qui sont très favorables pour nous, et puis il y a un léger refroidissement interglaciaire postérieur au néolithique. Ce qui caractérise l'Holocène, c'est d'abord le fait qu'elle soit plus chaude que les périodes précédentes, mais aussi, comme on le voit sur le graphique ici, que, au fond, les températures y ont relativement peu varié. Donc c'est plutôt chaud comme climat, et c'est un climat qui est relativement stable. Et c'est ça qui a permis, dans une certaine mesure, le développement des sociétés humaines. Effectivement, c'est ce qu'on voit hein, pendant l'Holocène. On a des très grandes transformations très rapides, puisqu'en quelque sorte, en 12 000 ans, l'humanité et les sociétés humaines vont faire des progrès plus rapides qu'ils n'en ont effectué pendant 300 000. Alors, ce qui change, c'est par exemple les modes de résidence. On a une sédentarisation progressive, un habitat qui est de beaucoup plus concentré, de plus forte densité de population, et aussi on a des populations humaines qui essaiment un peu partout, enfin dans de plus grandes parties de la planète. Les modes de subsistance changent, on voit apparaître le pastoralisme, mais surtout, bien entendu, l'agriculture grâce à ce climat favorable. En fait, les techniques, elles aussi, évoluent. Pierre polie dans un premier temps, la roue, le tissage, et évidemment ensuite la poterie. Alors, est-ce que c'est une simple coïncidence que les sociétés humaines aient fait de tels progrès et connu une telle expansion pendant les périodes où le climat était favorable et stable? Alors les gens qui pensent que c'est pas une coïncidence, ils insistent sur la place de l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'agriculture, par ses rendements supérieurs à ceux des activités de cueillette par exemple, eh bien, elles permettent de dégager suffisamment de nourriture pour permettre l'accroissement numérique des populations humaines. Et même ça génère des surplus. Alors, il y a les sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, par exemple aux États-Unis, bien sûr qu'ils dégagent aussi des surplus, mais comme ils sont nomades, ben, c'est pas très pratique de les emporter, même s'ils emportent quand même de la viande séchée. Il y a pas mal de trucs qu'ils peuvent pas prendre avec eux. Et lorsqu'une société se met à dégager des surplus, ben, il faut les gérer. Il faut les gérer au travers d'institutions hein, qui sont capables de mettre de côté, et puis de systèmes d'échange hein, qui permettent de gérer des surplus de produits différents. Donc on a à la fois une incitation à avoir une plus forte division du travail, à avoir un approfondissement du volume des échanges, mais aussi on a la naissance d'institutions hiérarchiques, par exemple d'empires parfois, hein, qui gèrent les surplus, qui font de la redistribution de nourriture. Il faut toutefois se garder d'adopter une vision évolutionniste de l'histoire de l'humanité,
Cette tentation, elle existe hein, dans l'histoire et des auteurs comme Turgot, ils se sont engouffrés en quelque sorte dans cette possibilité. Et ils expliquent que finalement, les sociétés humaines prennent à peu près toutes le même chemin, avec des étapes de développement, des phases de développement, dans lesquelles elles partent de chasseurs-cueilleurs, puis ensuite il y a des éleveurs, ensuite il y a des agriculteurs au sens plein, et enfin, cerise sur le gâteau, des sociétés où il y aurait des artisans et des commerçants en grand nombre. En fait, dans les visions évolutionnistes, hein, il n'y a pas place pour la multiplicité des chemins, hein, il n'y a qu'une façon d'avancer, et puis surtout, les stades ultérieurs sont considérés comme étant meilleurs que les stades antérieurs. Alors ça, c'est finalement un pas qu'on ne peut pas franchir, hein, parce que les sociétés de chasse, les communautés de chasseurs-cueilleurs, elles sont pas du tout primitives, hein, elles sont complexes et inventives. Si elles n'ont pas adopté l'agriculture, c'est pas parce qu'elles en étaient pas capables ou parce que ça leur est pas venu à l'idée, c'est parfois simplement parce que ça n'allait pas avec leur mode de vie. Et puis parce que ça les nomades par exemple, et puis parce que ça aurait pu les mettre en quelque sorte à merci des activités de prédation d'autres groupes, donc c'était pas une bonne idée de se coltiner des surplus, il valait mieux finalement avoir peu hein, si on voulait vivre en paix. Par ailleurs, ce sont des sociétés dans lesquelles la pensée peut être relativement développée, hein, et les Indiens d'Amérique du Nord, au moment de la colonisation, n'ont pas manqué d'avoir des opinions très défavorables de leurs colonisateurs et d'exprimer ces critiques. Et ces critiques ont été recueillies, hein, et elles ont influencé le mouvement des Lumières, on le sait aujourd'hui, en Occident. Enfin, c'est des sociétés dans lesquelles les hommes sont peut-être finalement plus libres que dans les sociétés modernes, peut-être aussi plus égaux et plus solidaires. Donc, hein, il faudrait se garder de les juger en bloc, en quelque sorte, au nom d'un progrès de l'histoire qui n'est qu'hypothétique. Sur ces sujets, vous pouvez lire le livre Au commencement était de David Graeber et Wengrow. Le climat n'explique bien sûr pas tout le développement matériel des sociétés humaines. Mais enfin, l'exemple de l'Holocène montre bien qu'il y a eu des périodes où un climat favorable était une condition nécessaire, si ce n'est suffisante, hein, de ce développement, et que, en tout cas, c'est véritablement un grand facilitateur du développement des sociétés humaines. Alors on peut prendre le problème à l'envers et se dire, finalement, non pas simplement qu'est-ce qui favorise le développement, mais qu'est-ce qui peut le faire revenir en arrière, par exemple. Est-ce que l'environnement peut générer des crises qui affectent les sociétés humaines? Et c'est ce qui a été l'hypothèse qui a été étudiée, mise en avant et étudiée par Kyle Harper, dans un livre qui est paru en 2017 qui s'appelle The Fate of Rome, et qui a été traduit en 2019 et publié en France sous le titre Comment l'Empire romain s'est effondré. Donc la suite de cette vidéo doit beaucoup au test de Kyle Harper, qui a eu pendant un an une chaire au Collège de France et dont vous pouvez trouver les vidéos sur YouTube. À son apogée, l'Empire romain, c'est un truc énorme, hein. Ça va jusqu'à l'Angleterre d'aujourd'hui, la France, la péninsule ibérique, les Balkans, l'Asie mineure et l'Afrique du Nord. Il y a un quart de la population mondiale qui vit en quelque sorte sous domination de l'Empire romain. Kyle Harper et un certain nombre de ses collègues ont publié un article dans lequel ils font une reconstruction plus solide du climat de la Rome antique. Vous avez les références de l'article ici. Et dans cet article, on trouve, qui est paru en 2024, on trouve donc ce genre de graphique. La première courbe, celle du haut, c'est celle des températures. Alors, vous voyez que la résolution est très fine. Ils ont réussi à reconstruire les températures dans l'Empire romain avec un pas de 3 ans. C'est-à-dire tous les 3 ans, ils ont une évaluation des températures. Et la courbe du bas, c'est la courbe des précipitations. Comment ils ont fait pour avoir une reconstruction aussi fiable et aussi précise des températures dans la Rome antique? Ils se sont basés sur les dinoflagellés. Alors, les dinoflagellés, c'est pas du tout des dinosaures masochistes qui se flagellent, c'est des formes de phytoplancton. Les dinoflagellés génèrent pour certaines des kystes qui ensuite tombent sous forme sédimentaire au fond de la mer. Donc en faisant des carottes de sédiments dans le golfe de Tarente,
eh bien, les historiens ont pu reconstituer les températures. Pourquoi? Eh bien, parce que selon la température de l'eau, bah, c'est certaines formes dinoflagellés plutôt que certaines autres qui sont abondantes, et donc par la proportion des dinoflagellés donne les températures. Pour ce qui est des précipitations, les chercheurs se basent sur le fait qu'il existe un courant de surface, l'Adriatic Surface Water, qui est indiqué ici en gris sur cette carte, qui longe la côte est de l'Italie et qui va jusqu'au golfe de Tarente. Et donc ce courant, il transporte les eaux fluviales, l'eau des rivières en surface. Et selon du coup la richesse en sédiments qui viennent de ce courant de surface, on peut savoir s'il a beaucoup plu ou pas à une certaine période. Donc c'est comme ça que on reconstruit les précipitations en Italie. Si on regarde la reconstitution des températures et des précipitations, bah, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a eu une première période avec des températures vraiment extrêmement clémentes et des précipitations tout à fait correctes, au-dessus en quelque sorte de la moyenne de l'ensemble de la période. Et comme par hasard, ça correspond aussi à des périodes d'expansion de l'Empire romain ou des périodes de stabilité. Alors cette période, elle est connue sous le nom d'optimum climatique romain. Elle se situe entre 250 ans avant et 100 ans après Jésus-Christ. C'est une période chaude. La cause, c'est essentiellement une forte irradiance solaire et le fait que, parce que vous savez qu'il y a des cycles dans l'activité solaire, et aussi le fait qu'il n'y ait pas d'éruption volcanique majeure pendant cette période qui aurait pu, dont les aérosols auraient pu réfléchir le rayonnement entrant. Puis donc c'est aussi une période de précipitation régulière. Alors ça c'est assez compliqué à expliquer parce que le régime des précipitations dépend de phénomènes de courants marins et de courants atmosphériques. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long, mais on a là en tout cas une période dans laquelle on a des conditions qui sont extrêmement favorables, avec de hauts rendements agricoles, la mise en culture de terres qui juste là n'étaient pas cultivables, soit parce qu'elles étaient trop arides, soit parce qu'elles étaient dans des terres qui étaient trop élevées et donc trop froides. Et puis on a aussi le développement du coup de techniques d'irrigation qui sont dues au fait que comme il pleut régulièrement, on peut stocker l'eau, etc., etc. Alors Kyle Harper écrit: étant donné l'importance des effets de seuil et des risques encourus par l'agriculture méditerranéenne, oui, l'agriculture méditerranéenne, hein, il suffit qu'il y ait des étés extrêmement chauds, et bien elle a du mal à produire. Hein. Donc, étant donné l'importance des effets de seuil, les conditions de l'optimum climatique romain ont créé un formidable filet de sécurité pour tous les paysans vivant aux limites de la subsistance. Alors ça ne tient pas que au climat en Italie, ça tient aussi au fait que l'Égypte à l'époque était aussi le grenier à grains hein, de l'Empire romain. Pourquoi? Ben parce que l'Égypte bénéficiait des crues du Nil. Les crues du Nil apportaient à la fois l'eau et à la fois les limons extrêmement fertiles qui permettaient aux céréales d'avoir un très haut rendement. Et donc, Kyle Harper écrit le Nil, c'était l'assurance vie de l'Empire. Après l'an 100 après Jésus-Christ, c'est clairement la fin de l'optimum climatique romain. On voit que les températures baissent nettement et que les précipitations aussi baissent nettement. Donc on a une aridification et à la fois un refroidissement. Alors durant cette période, l'Empire romain va connaître des troubles qui sont vraiment sévères, en particulier une épidémie de peste, mais aussi des invasions, des problèmes économiques, bref, de très nombreux soucis. Mais néanmoins, il ne va pas s'effondrer, il va être capable de faire preuve de résilience. Ce qu'on appelle la résilience, c'est la capacité des sociétés à absorber les chocs et à se remettre des traumatismes. Alors comment l'Empire romain s'est-il montré résilient? Ben, d'abord, il a diversifié ses cultures de manière à pas dépendre trop du blé qui est fragile. Hein. Il a surtout constitué des excédents, des stocks hein, pour pouvoir faire face aux mauvaises récoltes. Et puis, il a pu se reposer aussi sur des normes culturelles, la norme de l'autosuffisance, mais aussi les valeurs de réciprocité,
voire les arrangements sociaux basés sur le clientélisme où les riches venaient à l'appui de la population en échange des privilèges politiques dont ils jouissaient. Puis il y a aussi la solidarité publique à Rome, l'État, la cité en tout cas, constitue des stocks de céréales qu'elle donne en cas de besoin à la population. Et puis enfin, il y a la souplesse de l'approvisionnement extérieur qui est beaucoup confiée aux marchands. Il y a d'incessants apports de nourriture qui viennent par la mer dans l'Empire romain. Cette résilience, elle est toutefois très fortement affaiblie par les famines, par les invasions, par les guerres civiles qui peuvent arriver entre le centre et la périphérie, ou bien tout simplement parce que le pouvoir peut être jugé comme non légitime, il peut y avoir des crises de succession, et puis aussi par les maladies telles que la peste. Alors au fond, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un système est mis sous contrainte comme ça, subit des chocs? Si il est très résilient, eh bien, il va retourner spontanément, comme on l'a vu ici, à son équilibre. Mais l'affaiblissement de la résilience, c'est le fait que c'est moins garanti, vous voyez que la bille, elle a failli passer de l'autre côté, là c'est moins garanti qu'on revienne à un état stable, et puis enfin, si jamais la résilience est trop affaiblie, eh bien, la bille ici, le système peut carrément sortir totalement de son état d'équilibre. Alors bon, la résilience consiste pas à revenir toujours au point où on était, parce que l'adaptation nécessite des changements, mais on voit que l'Empire romain a sa résilience affaiblie, mais il tient bon, en particulier sous le règne de Marc Aurèle, qui aura tout fait pour préserver l'Empire malgré les premiers épisodes de peste, par exemple. Par contre, de la crise du IIIe siècle, l'Empire romain ne va pas se relever. C'est un épisode, comme on peut le voir, qui survient à un moment de très forte baisse des températures et de forte aridité. Alors, ça va créer évidemment de gros problèmes d'approvisionnement et des problèmes économiques. Et pour expliquer la dynamique qui se met en place, Kyle Harper parle de risque composé. Un risque composé, c'est quand les risques se nourrissent les uns des autres. La faiblesse de l'économie va générer une crise monétaire. Les températures froides et les migrations vont faire que la peste va se répandre de manière beaucoup plus rapide, donc il va y avoir des gros problèmes de santé publique, et par là-dessus, les problèmes militaires deviennent insurmontables pour l'Empire romain, qui va perdre progressivement toute la partie occidentale et qui ne survivra que dans l'Empire romain d'Orient. Donc deuxième dynamique, la composition des risques qui fait qu'il y a des rétroactions, des interactions entre les différents risques. Terminons par le dernier acte de la tragédie romaine, la chute de l'Empire romain d'Orient, caractérisée par une peste extrêmement virulente, la même souche virologique qui a été à l'origine de la grande peste noire du Moyen-Âge. Donc cette peste bubonique a éliminé 60% au moins de la population de Constantinople. Comme par hasard, ça correspond en Italie, alors c'est pas au même endroit, mais le climat est quand même assez global, à une période de température froide. Et c'est dû, on le sait aujourd'hui en partie, à des éruptions volcaniques, en particulier en 536, il y a eu une éruption volcanique dans l'hémisphère nord qui a émis beaucoup d'aérosols et qui a fait qu'il y a eu des années presque sans soleil, avec des récoltes extrêmement faibles, donc des troubles économiques qui se sont surrajoutés aux problèmes de santé publique et aux défis militaires de l'Empire romain. Quelles sont les relations qui existent entre le climat et les maladies infectieuses? Alors c'est des relations compliquées, mais clairement, le climat va avoir de l'influence sur l'évolution des virus, les pathogènes eux-mêmes. Et au travers des modifications des écosystèmes, les changements climatiques impactent aussi les hôtes animaux de ces virus et les vecteurs de transmission. Dans le cas de la peste bubonique, l'hôte, c'est le rat noir, et le vecteur de transmission, donc il y a aussi un autre, c'est la puce du rat noir. Les sociétés elles-mêmes,
qui sont confrontées au changement climatique, eh bien, elles peuvent aussi, en quelque sorte, devenir plus contagieuses. Pourquoi? Ben parce que, tout simplement, il y a des migrations hein, par lesquelles la maladie se répand, et puis il y a aussi des conflits par lesquels la maladie se répand. Et enfin, l'affaiblissement de la santé des populations, leur état de sous-nutrition, etc., peut les rendre plus fragiles à la maladie. L'histoire nous montre qu'il y a un lien fort entre le climat et le développement des sociétés. Bon, quand même, depuis les progrès de la science moderne, ce lien s'est beaucoup affaibli. Depuis la Renaissance, on n'est plus trop sensible au refroidissement, par exemple. Mais ce lien pourrait redevenir fort, ne serait-ce que parce que eh bien, nous ne sommes pas très expérimentés en matière de réchauffement, surtout au rythme auquel celui-ci est en train de s'opérer. Kyle Harper nous dit qu'on retrouve les empreintes digitales du climat sur les pires scènes de crimes affectant l'histoire de l'humanité. Alors j'espère qu'on n'aura pas à en dire autant dans le futur proche, mais des pandémies telles que celle du Covid doivent quand même fonctionner pour nous comme une mise en garde.